Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la mobilité tech. Pour ce numéro 11, nous allons évoquer des sujets divers et variés. Nous voyagerons en Europe, en Chine, aux États-Unis pour faire un tour d'horizon technologique et économique de l'actualité. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Bon journal! C'est devenu traditionnel, je commence cette édition par deux petits messages. Pour ce numéro, Bertrand, Thomas et Gauthier ont été d'une grande aide pour trouver les sujets du jour. En effet, en ce moment, la construction des nouveaux locaux du Choucroute Garage me prend énormément de temps, et le concours de ses abonnés m'a aidé à pallier à ce manque de temps pour faire ma veille informationnelle. Merci à eux. Autre message, je tiens à remercier Gilles, Xiangui, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, désolé si j'écorche ton nom, et Rodolphe de m'avoir choisi comme parrain Tesla lors de l'achat de leur voiture. Je leur souhaite une très bonne livraison et je reste à leur disposition pour répondre à leurs questions. Ils sont les premiers à avoir répondu à mon appel de la semaine dernière qui, je le rappelle, vise à me permettre d'anticiper mon achat pour un modèle Y. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main dessus car cela me permettrait de vous faire énormément de vidéos nouvelles sur un modèle actuel. La Model S est certes une formidable auto, mais j'ai vraiment à cœur de faire un contenu utile à plus de monde, et le modèle Y est la base parfaite pour cela. Il reste du chemin à parcourir, mais j'ai confiance dans la communauté. Merci d'avance. Enfin, dernier message et non des moindres, comme je vous le disais dans une vidéo récente, la désinformation anti-VE se déchaîne en cette rentrée. C'était prévisible. Si réagir et partager les contenus problématiques ne fait que les renforcer, il est des actions qui peuvent avoir une portée énorme. Les pétitions et tribunes qui permettent de dénoncer mensonges et manipulations sont de ces actions, mais pour qu'elles aboutissent à du concret, doivent être diffusées et signées largement. Je vous mets donc dans la description le lien vers cette tribune de la chaîne EV que je soutiens à 100%. Allez la lire et la signer avant de la diffuser largement si elle vous correspond. Merci d'avance de soutenir la réalité et non la désinformation. Bien, ceci étant dit, il est temps de passer au journal. Tesla va mal, les ventes sont en berne et des images trompeuses montrent des cimetières de Tesla soi-disant invendus alors qu'elles sont en fait en attente de livraison. Tesla ne disposant pas en propre d'assez de place pour les stocker sur leur propre parking. Ils louent donc des champs pour le faire. Si de nombreuses fake news circulent, d'autres affirmations sont vraies. Mais seulement si on adopte un point de vue trop étroit. Il est temps d'élargir notre horizon pour avoir une idée réelle de ce qui se passe vraiment pour la Tesla Model 3. Depuis maintenant quelques années, la Tesla Model 3 glisse lentement dans les classements de vente en France. Actuellement à la 9e place des ventes de voitures électriques en France cette année, on est loin de l'explosion commerciale de la berline moyenne de la marque d'Austin. Si la nouvelle version restylée et largement améliorée a permis de maintenir les ventes, elle n'en a pas moins un défaut important aux yeux de nos concitoyens, sa malle arrière. Alors que les Français plébiscitent le haillon et les SUV, une berline à coffre a du mal à s'imposer. Ce constat est parfaitement illustré par l'abandon par Stellantis de deux modèles de ce type, la Peugeot 508 et la DS9. On peut donc se poser la question du maintien d'une telle auto dans la gamme de l'américain. Ou pas en fait. En effet, si on ne regarde que le point de vue français, il est évident que la Model 3 n'est pas en accord avec le marché. Mais si on élargit ses sources d'information, alors c'est une toute autre image qui apparaît. En effet, la malle est largement préférée dans une grande partie du monde, et pour des bonnes raisons, mais aussi pour des mauvaises. États-Unis, Chine ou Espagne et Afrique ou Australie n'aiment pas, mais alors pas du tout les berlines à haillons. Pas plus que les breaks d'ailleurs. Ils sont pourtant tous friands de SUV qui arborent pourtant cette cinquième porte. C'est à n'y rien comprendre. Pour essayer d'y voir plus clair, il est nécessaire de revenir un peu dans le passé. Le haillon est historiquement attaché aux véhicules de livraison et aux utilitaires. Pratique pour charger ou moduler son habitacle, il a pourtant deux défauts. Premièrement, il ouvre l'habitacle sur l'extérieur et donc permet au sable ou à la poussière de pénétrer. Cela explique donc l'aversion de certaines populations situées dans des zones désertiques ou sèches. Mais qu'en est-il des autres? Le second défaut du haillon est le bruit qu'il génère.
Si le joint autour de la vitre arrête moins les sons, ce n'est réellement perceptible qu'aux places arrière en général. Du coup, lorsqu'un constructeur concevait une auto destinée à une clientèle fortunée, il privilégiait la malle pour les clients ayant recours à un chauffeur. Le passager VIP est donc isolé phoniquement en roulant et éviter le désagrément du courant d'air dans la nuque lors de l'ouverture du coffre. Cet attribut a donc logiquement fait son chemin dans le grand public comme une marque plus valorisante qu'un haillon. Voilà une raison qui n'est pas rationnelle mais qui explique grandement les préférences des Chinois et Américains. Et le SUV alors ? Eh bien, son gabarit et les attributs stylistiques de ce type d'auto sont justement là pour valoriser le propriétaire. Si la clientèle était rationnelle, ce sont des monospaces qui auraient leur préférence, car leur rapport encombrement-habitabilité est largement meilleur. La connotation utilitaire de ces derniers a eu raison de la majorité des monospaces, remplacés par des SUV moins bons, mais plus statutaires. Au final, les ventes de la Model 3 sont si bonnes en Chine et aux États-Unis que les délais s'allongent et on n'est pas près de la voir disparaître, contrairement à la Model S qui attend un nouveau porte-étendard chez Tesla pour tirer sa révérence. C'est du moins ce que je pressens. En combinaison avec le Model Y, la Model 3 reste un socle solide pour les revenus de la branche automobile de Tesla, mais le constructeur américain n'a pas fini d'étendre sa gamme. Et ça, nous le suivrons avec un grand intérêt. Livré sans la suite logicielle autopilote ou FSD, le pick-up triangle, comme disent les Américains, nous réserve de nouvelles surprises pour l'implémentation de celle-ci. Véritable miroir de ce que nous prépare Tesla dans le futur, il y a fort à parier que la marque OT n'a pas fini de bousculer nos habitudes. Décidément, Tesla ne fait rien comme tout le monde avec son Cybertruck. Critiqué pour son design et son hypothétique dangerosité liée à des formes acérées, c'est aujourd'hui sous l'aspect de sa technique qu'on peut se poser des questions. Comme vous le savez probablement, le Cybertruck dispose d'une direction aux 4 roues totalement électrique. Il n'y a donc aucune liaison mécanique entre le volant et la direction. D'un point de vue purement technique, cette solution est sûre grâce à la redondance des actionneurs et des systèmes de commande comme l'ont démontré des décennies d'utilisation du procédé dans les avions de chasse et de ligne. En conduite normale, donc manuelle, le retour de force remonte assez d'informations pour permettre au conducteur de se faire une bonne idée du comportement de son auto. En revanche, Elon Musk a annoncé que pour la conduite en autopilote et lors des procédures de parking automatique, le volant resterait immobile. Et ça, c'est une nouveauté qui risque de perturber une fois de plus les conducteurs. Après la disparition des commodos qui requièrent un certain apprentissage, cette nouvelle particularité va demander une bonne dose de sang-froid. Avec les systèmes actuels mécaniques, on a un contrôle visuel des actions de la voiture, et c'est parfois bien utile. Lorsque l'autopilote réagit de manière inadéquate, on le repère rapidement et on sait intuitivement comment corriger et reprendre la main. Qu'en sera-t-il du Cybertruck ? En mode parking automatique, il suffit de reprendre la main en freinant, mais en autopilote, qu'arrivera-t-il ? Imaginons une reprise de contrôle en virage. Avec le système mécanique, on n'a pas à réfléchir, on corrige la direction à partir de la position du volant au moment de la reprise en main. Avec le Cybertruck, quel angle devra-t-on donner au volant pour faire ce qu'on veut ? Est-ce que ce sera trop haut ? Est-ce que ce sera trop peu ? Aura-t-on un contrôle total instantané ou bien la transition sera-t-elle progressive ? On n'en sait rien pour le moment et il faudra que la fonctionnalité soit implémentée et testée dans les autos des clients pour le savoir. Toujours est-il que cela pose des interrogations sur le contrôle réel qu'on a sur le véhicule et donc sur la responsabilité du conducteur. Si pour le moment tous les procès contre l'autopilote Tesla ont démontré un mauvais usage et non une faute du constructeur, sur le Cybertruck, la question risque d'être bien plus compliquée à trancher. À suivre assurément. Énorme succès depuis sa présentation, la Citroën IC3 est très attendue sur le marché français. Si elle a pris du retard, ce n'est pas la durée de l'attente qui cause le plus d'inquiétude, mais bien la raison. Quoique. Après une présentation réussie, l'alléchante Citroën IC3 rejoint le clan pas si fermé des autos dont l'accouchement est difficile. Volkswagen ID3, Porsche Taycan ou Volvo XC90 ont déjà expérimenté à divers degrés ce type de désagrément, mais la Citroën pose des soucis plus problématiques encore. Lors des essais presse, les journalistes ont été priés de ne pas verrouiller les portes des autos sous peine de ne plus pouvoir potentiellement les rouvrir. Les concessionnaires ayant reçu leur modèle de démonstration peuvent les exposer mais ne doivent en aucun cas rouler avec, pour des raisons de sécurité.
On voit ici les limites de l'externalisation à outrance de Stellantis qui utilise une plateforme indienne développée par Tata Motors en combinaison avec de multiples intervenants extérieurs dont la coordination laisse à désirer. Lorsqu'un puzzle est mal coupé, il devient compliqué d'en faire un tout cohérent. Et c'est précisément ce qui se passe en ce moment pour la IC3. Cela n'aurait pas plus de conséquences si l'auto n'était pas destiné à devenir un modèle largement diffusé. Mais l'éligibilité de l'IC3 au leasing social augmente encore les inquiétudes. Gauthier, l'un de mes abonnés, a commandé une version U avec cette formule, mais les retards de livraison s'accumulent. Alors que le dispositif impose une livraison avant le 30 septembre prochain, les autos ne devraient pas être disponibles avant la fin d'année au mieux. Qu'en est-il alors de sa précommande? Mystère et boule de gomme. Pour le moment, les clients sont totalement laissés dans le flou. Autre problème pour Gauthier, il ne recevra pas la voiture commandée. En effet, Citroën a décidé de dégrader son auto avant même sa mise sur le marché. La version U perd des détails de finition mais aussi des équipements de sécurité comme les phares à LED. Pour les retrouver ainsi que les autres équipements supprimés, il faudra débourser 2200 € de plus dans le pack plus, par ailleurs assez complet. Comme si cela ne suffisait pas, la montre pneumatique évolue et fait perdre 14 km d'autonomie selon la norme WLTP. En conclusion, si la IC3 était prometteuse sur le papier, elle s'avère finalement digne des autres créations récentes de Stellantis. Le marketing est certes bien rodé, mais il ne parvient plus à masquer les errants stratégiques et industriels d'un constructeur qui n'est plus qu'une façade sans rien d'autre derrière. Et c'est bien dommage au regard de l'histoire des constructeurs qui subissent cette situation. On peut reprocher à Elon Musk d'être tranchant dans ses propos ou exagérément optimiste parfois. En revanche, malgré une forme qui prête à débat, ses analyses techniques ou économiques sont rarement prises en défaut, et il faut bien reconnaître qu'il a souvent raison avant tout le monde. L'affaire avait fait couler beaucoup d'encre lorsque Tesla avait supprimé purement et simplement tous les radars de ses voitures. Elon Musk estimait qu'un bon système d'aide à la conduite ou même la conduite autonome ne requérait pas autre chose que des caméras. Il avait en outre qualifié l'utilisation des lidars d'erreur, dans des termes pas très sympathiques d'ailleurs. Après pas mal de péripéties, le nouveau système Tesla Vision semble lui donner raison, et d'autres entreprises abandonnent progressivement ce capteur. Le dernier en date est Mobileye, et c'est tout un symbole puisque l'entreprise israélienne était le créateur du premier autopilote Tesla. Après avoir tenté de créer un lidar plus performant et meilleur marché, Mobileye jette l'éponge pour se concentrer sur l'usage des caméras. Un lidar, ce n'est ni plus ni moins qu'un radar laser. Cher et compliqué à produire, il permet une précision sans pareille, mais au prix d'inconvénients majeurs dans une automobile. Il ne peut en effet percer le brouillard, la pluie ou la neige, et rend aveugles les systèmes de conduite assistée dans ces conditions. Cette décision risque de changer la donne pour pas mal de constructeurs, puisque NIO, BMW, GM, Volkswagen, Audi ou Zeekr ont tous recours aux suites matérielles et logicielles de la filiale d'Intel. Reste tout de même une nuance à apporter au triomphe d'Elon Musk sur ce point. Les prochaines itérations du système Mobileye continueront à utiliser des radars, et notamment de nouveaux modèles à haute résolution dans le bouclier avant. Si Elon Musk estime que les données recueillies par les radars parasitent celles des caméras, il est tout de même établi que les capteurs ultrasoniques et radars à longue portée peuvent voir ce que l'œil humain ou les caméras ne perçoivent pas. De plus, si les lidars ne sont pas installés dans les Tesla, ils ont tout de même leur importance pour calibrer le traitement des images du système Vision. Plusieurs véhicules de test avec radar et lidar sont régulièrement vus dans les zones d'essai du constructeur américain. En ce qui me concerne, je n'ai pas encore d'idée sur la question puisque ma voiture a encore l'ancienne autopilote, utilisant le radar avant. J'ai rendez-vous chez Tesla pour faire changer les caméras des montants centraux pour permettre la mise à jour. Et je ne manquerai pas de vous faire une vidéo pour comparer les deux systèmes sur le hardware 3 de ma Model S. Ne manquez pas cet épisode, il arrive bientôt et vous verrez, ça devrait être très intéressant. À suivre encore une fois, assurément. Pour la tech de la semaine, ce n'est pas d'une batterie, d'un moteur ou de gestion d'énergie qu'on va parler, mais d'une plateforme clé en main que propose désormais CATL. Une start-up chinoise ne s'est pas fait prier et présente la première auto basée sur ce concept. CATL, c'est un nom qui revient souvent depuis quelques années. C'est Tesla qui, en intégrant les batteries du chinois dans sa Model S en 2021, qui a fait connaître ce titan de la production de batteries au grand public. Depuis, le chinois n'a eu de cesse d'innover dans le domaine des chimies de ses batteries. M3P, Qilin ou sodium-ion, tout y passe. Là où on attendait moins le fabricant de batteries, c'est dans l'intégration de ces cellules au sein d'une plateforme technique automobile.
Le châssis intelligent intégré CATL, ou CIIC, est sur le papier une merveille d'ingénierie. Contrairement à d'autres constructeurs, CATL a fait le choix d'intégrer directement les cellules de batterie dans le châssis. Plus de packs, pas plus que de packs structurels. C'est un gain de poids et de productivité selon CATL. Cela pose pourtant la question de la réparabilité, mais CATL ne semble pas privilégier cet aspect. Au niveau du ou des moteurs, le client peut personnaliser sa configuration, tout comme la taille ou la chimie de la batterie. À ce stade, on peut se dire que Magna ou Continental ont déjà fait la même chose, mais ce serait oublier que tous les autres aspects techniques sont gérés par la plateforme. Suspension, direction et freinage sont aussi intégrés, tout comme la gestion électrique et les interactions logicielles. De nombreuses fonctions sont électriques et personnalisables. La direction et le freinage sont gérés sans liaison mécanique ou hydraulique, ce qui permet une infinité de configurations possibles. CATL annonce également avoir recours à une architecture 800 volts permettant une excellente efficience et une autonomie allant jusqu'à 1000 km. La recharge serait hyper rapide avec des temps de moins de 15 minutes. Tout ceci est bel et beau, mais il faut préciser que l'exagération chinoise est devenue légendaire. Il faut donc rester circonspect avant de prendre ces chiffres pour argent comptant. De plus, il faut voir quel modèle sera construit sur cette plateforme. Eh bien aujourd'hui, on a déjà une petite idée avec la Neta S Wagon CIC d'Ozon Auto. Disponible d'ores et déjà à la précommande en Chine, ce break familial étonne. Ce n'est pas par son design plus chinois que chinois qu'on pourra la différencier, puisqu'il est bien difficile de la reconnaître d'une NIO ou d'une XPeng, voire d'autres productions du pays de Mao. Son intérieur n'est pas plus original, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Avec plus de 1000 km d'autonomie annoncée selon la norme WLTC, 0 à 100 en 4 secondes et des technologies d'aide à la conduite et d'infotainment jusqu'alors réservées à des modèles haut de gamme, la voiture n'en sera pas moins extrêmement bon marché. L'équivalent de 24 000 € pour être précis. On est au même prix qu'une IC3 haut de gamme, bonus déduit. Voilà qui devrait inquiéter les constructeurs européens, d'autant plus qu'Ozon Auto n'exclut pas la commercialisation de son modèle sur le vieux continent. On tempère un peu notre enthousiasme puisque les taxes et les nécessaires adaptations aux normes européennes grèveront le tarif de l'auto. Pourtant, même les 45 000 € avancés par plusieurs experts constitueraient une excellente affaire face à d'autres familiales bien moins dotées. En conclusion, si l'Europe veut endiguer l'invasion chinoise, c'est plutôt mal barré. À force d'avoir délégué le travail et l'acquisition des compétences hors de l'Union, il ne faut pas s'étonner que cela se retourne un jour contre nous. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Qui n'a jamais été sollicité par des sociétés informatiques ou des services de streaming pour souscrire un abonnement? Sitôt que nous entrons sur le web, ce sont des dizaines, voire des centaines de propositions de ce genre qu'on nous met en avant pour nous vanter tel ou tel service, ne coûtant que quelques euros par mois. Si ce modèle économique permet de profiter de biens et de services sans se ruiner, du moins en apparence, il est d'autant plus facile de se faire submerger. Et l'automobile est aussi en train de prendre ce virage. La voiture connectée est un énorme progrès en matière de sécurité et d'intégration dans notre monde numérique. Nos ordinateurs, nos téléphones, notre musique et même nos télés sont désormais des fenêtres sur le web. Alors que nous regardions le vaste monde par ces lucarnes technologiques, il était un lieu encore aveugle, nos voitures. De premiers systèmes télématiques rudimentaires ont vu le jour à la fin du XXe siècle, avec entre autres Citroën et Peugeot. Après une ZX équipée d'un autoradio intégrant Windows CE, c'est au tour des Citroën et Peugeot d'intégrer une télématique connectée grâce à Magneti Marelli et une carte SIM à insérer. C'était tout de même très rudimentaire. Il faut attendre l'arrivée de la Tesla Model S pour que tout cela change. Véritable ordinateur sur roue, la voiture s'intègre désormais dans l'écosystème du réseau informatique mondial et inaugure aussi une nouvelle manière de faire du business. Auparavant, quand vous commandiez une voiture, vous deviez fixer sa configuration dès les premiers moments de la transaction. Une fois construite, l'auto était quasiment figée. Dans la Model S, il devenait possible de changer cela pour l'autopilote par exemple, qui pouvait être acheté après coup, directement depuis l'écran de la voiture. Vint ensuite les abonnements. Abonnement premium ou abonnement au FSD, certains constructeurs ont décidé de pousser leur avantage en proposant d'autres fonctions par abonnement. Et certains de ces abonnements sont plutôt problématiques. Si BMW propose les sièges chauffants par abonnement, Renault a longtemps privilégié ce système pour la batterie de la Zoé. On parle de location, mais en fait c'est quasiment la même chose. Arrêtez de payer et votre auto est neutralisé à distance. Toutes ces pratiques sont légales, mais pas forcément du goût de la clientèle, et pas que dans les voitures.
L'éditeur de logiciels Adobe subit actuellement une fronde des créateurs de contenu. Contrairement à d'autres comme Apple ou Blackmagic, Adobe a décidé de ne plus proposer ses logiciels que par abonnement. C'est très judicieux pour l'éditeur et ruineux pour l'utilisateur. Mais en plus, cela bloque les clients dans un écosystème d'où sortir est compliqué. C'est un peu comme si vous vouliez changer d'adresse mail et vous devez tout refaire auprès de tous les sites chez qui vous avez donné cette adresse. Devoir tout refaire pour s'adapter à d'autres logiciels est bien souvent une tâche titanesque, en plus de devoir s'adapter aux fonctions différentes d'un nouveau programme. Pour l'automobile, c'est un peu pareil désormais, et beaucoup de constructeurs veulent nous lier à leur écosystème par abonnement, mais pas certaines personnes chez Volvo. Anders Bell, directeur de la technologie chez le constructeur suédois, s'est exprimé sur le sujet et l'a fait sans détour. J'aurais vraiment du mal à payer pour débloquer une option que je sais présente dans une voiture. Par cette simple phrase, il exprime l'aversion d'une part grandissante de la clientèle pour les abonnements, je mets entre guillemets obligatoires. S'il ne remet pas en cause ce modèle pour les fonctions annexes comme l'accès à des services qui, comme la musique ou le cinéma par exemple, qui offrent des nouveautés permanentes, voire pour des services utiles comme diverses formes de conciergerie, il pointe du doigt les pompes à pognon qui se déploient actuellement chez les constructeurs pour des fonctions de confort, voire de sécurité. On peut se dire que bon, on a le choix d'adhérer ou pas. C'est le cas pour l'instant, mais Ford a une autre idée en tête. Si les services payants sont boycottés par les clients, pourquoi ne pas les faire payer par des annonceurs et mettre de la pub dans les grands écrans connectés des voitures? Eh bien, c'est un brevet en ce sens que le constructeur américain a déposé. Non content de se servir de la connectivité de la voiture, Ford se propose d'utiliser les images produites par les caméras intérieures ainsi que les données personnelles pour vous proposer des publicités ciblées. Lorsque vous passerez près d'un magasin ou que vous discutez d'un sujet, la publicité la plus appropriée vous sera affichée dans l'auto. C'est déjà le cas pour les smartphones et sur les réseaux sociaux, et franchement, moi ça m'énerve déjà. Alors passer à un modèle dans le style Minority Report, eh bien moi ça me fait froid dans le dos. À quand le fait de devoir payer pour ne pas avoir de pub dans sa voiture? Au final, si les constructeurs, annonceurs et autres éditeurs en veulent à notre argent, ce n'est que du business. Mais imaginez que les politiques, les groupes de pression et autres lobbies se jettent dans la brèche pour infléchir l'opinion publique. Eh bien, cela pose un énorme problème de liberté. Croyez-le ou non, mais c'est déjà le cas sur les réseaux sociaux, et cela pourrait bien entrer dans tous les aspects de notre vie, y compris lorsque vous êtes dans votre auto. Et ça, personnellement, je trouve que ce n'est pas souhaitable. Auto Union Deutsche Industrie. 4 mots dont les initiales donnent Audi. L'entreprise actuelle est en effet l'union de constructeurs allemands, Audi, DKW, Horch et Wanderer. Si Audi voulait dire entendre à sa création, l'entreprise est aujourd'hui dépositaire du patrimoine de toutes ces marques et restaure aujourd'hui une machine des plus confidentielles de l'une d'entre elles. Le DKW Schnell Laster n'a rien de rapide, contrairement à ce que suggère son nom. Schnell veut dire rapide en français. Il est un petit utilitaire de livraison produit dès 1949 par Auto Union sous la marque DKW, afin de répondre aux besoins de l'après-guerre. Avec son petit moteur de temps, il sillonne les rues des villes allemandes pour livrer courriers et denrées diverses et variées. Il est pourtant des lieux en Allemagne où il ne peut aller. Les îles allemandes de la mer du Nord, comme Juist ou Baltrum, sont en effet dès cette époque interdites aux automobiles. On voit que la protection de l'environnement ne date pas d'hier en terre germanique, même si on a parfois du mal à comprendre certains anachronismes. Pourtant, même ces endroits ont besoin de moyens de transport, surtout pour les services publics et les livraisons compliquées à faire à pied ou à vélo. Les autorités et administrations ont donc fait appel à Auto Union pour disposer d'une camionnette propre pour cet usage. Ainsi est né l'Elektro Schnell Laster. Basé sur le petit utilitaire DKW, l'odorant moteur 2 temps est remplacé par un moteur électrique de seulement 6 chevaux et demi. C'est bien assez pour parcourir 80 à 100 km à une vitesse maximale de 40 km/h. Les batteries sont au plomb et totalisent 80 volts pour 210 ampères-heure, soit une capacité totale de 16,8 kWh. Le DKW électrique ne sera produit qu'à 100 exemplaires entre 1956 et 1961. Il sera réservé aux administrations et collectivités locales. C'est l'un d'eux qu'Audi a décidé de restaurer afin de préserver le patrimoine de ses marques originelles. Simple, efficace et parfaitement adapté à son usage, le DKW Elektro Schnell Laster est mignon mais pas particulièrement innovant.
Il a été une réponse pragmatique à une contrainte ponctuelle, mais aurait pu aussi faire une belle carrière dans toutes les villes d'Allemagne. Tandis que les Britanniques utilisaient à plein la propulsion électrique pour les livraisons du lait du matin, l'Allemagne se tournait vers le pétrole et les moteurs thermiques qui font la fierté de l'industrie allemande. Préserver le passé et réaffirmer une histoire où l'électricité est présente est pourtant aujourd'hui approprié pour redorer une image marketing ternie. Mais si ça permet de préserver la mémoire de l'automobile, eh bien ça ne peut me faire que plus plaisir. Pour le concept de la semaine, je vais aujourd'hui vous raconter encore une histoire. Et oui, si l'histoire évoque bien souvent un retour à des temps anciens, celle-ci s'écrit chaque jour, et certains modèles ou marques s'inscrivent très tôt dans les récits que l'on conserve. Aujourd'hui, nous allons parler d'une Aston Martin électrique qui aurait pu être la première concurrente de la Tesla Model S. Nous sommes en 2015 et Aston Martin annonce une nouvelle version de sa berline rapide à Pebble Beach sous le soleil de Monterey en plein mois d'août. La présentation a lieu en 2019 et le constructeur anglais précise qu'il s'agit d'une version de série. La berline, concurrente des Mercedes CLS AMG, Porsche Panamera ou Maserati Quattroporte, se dévoile dans une robe blanche très sportive. Plus puissante que la version S apparue 4 ans plus tôt, elle ajoute une cinquantaine de chevaux à celle-ci qui en comptabilisait déjà 558. Pour atteindre les 610 destriers, elle change radicalement de motorisation en passant d'un gros V12 à 2 moteurs électriques délivrant leur puissance sur les roues arrière. Sa batterie adoptant déjà à l'époque une tension de 800 volts est plutôt petite, avec 64 kWh. C'est suffisant pour nourrir les moteurs qui délivrent 950 Nm de couple, mais bien peu pour lui donner une autonomie décente. Elle doit se contenter de 200 km selon la norme WLTP et c'est en raison de son architecture. Développée par les équipes de Williams, le célèbre constructeur de F1, la Rapide E doit faire avec une plateforme conçue pour le moteur thermique. Cela n'arrête pas pourtant les décideurs d'Aston Martin qui annoncent une production de 155 exemplaires dans son usine du Pays de Galles. Pourtant, le destin de l'entreprise aura raison de la voiture puisque début 2020, Lawrence Stroll Strulovich, milliardaire canadien passionné de voitures ultra sportives et anti-électriques, prend le contrôle en arrière-plan du conseil d'administration. L'une de ses premières décisions est de supprimer le programme Rapide E. Cette décision est lourde de conséquences puisque la marque s'est rendue à l'évidence depuis. Le futur sera électrique. Performance et électricité vont bien ensemble et il est temps pour la mythique marque britannique de s'y mettre. Entre le partenariat batterie avec British Volt qui a fait pchit en raison du manque de financement de la start-up et l'acquisition de technologies batterie et moteur de Lucid Motors, constructeur dont la viabilité est mise en doute actuellement, les projets d'Aston Martin électrique en 2025 sont plutôt compromis. Alors que dire de la volonté du constructeur d'être 100% électrique en 2030 ? Les vœux pieux d'Aston Martin ont décidément du mal à convaincre, et c'est bien dommage, car la Rapide E aurait permis d'engranger de l'expérience et du savoir-faire il y a déjà presque 10 ans, ce qui rappelle les errements d'autres constructeurs, comme GM avec son EV1 par exemple. Voilà, ce JMT se termine et j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si c'est le cas, et de contrôler que vous n'avez pas été désabonné par le bug de YouTube. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau JMT, et aussi bientôt pour un épisode exceptionnel qui vous racontera une histoire rocambolesque, mais vraie, d'un complot tout à fait réel qui a des conséquences sanitaires encore aujourd'hui. Ne le manquez pas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.